Alors, je vais commencer quand même par poser la première question à Kaoui Onsaka, le directeur général de l'INRA. On a vu tout à l'heure, au travers que ce soit du mot de Si Ahmed Rahou ou des différentes interventions, le rôle central de la recherche par rapport à ce qui est en train de se développer. Et il y a une question sous-jacente à cela, c'est comment est-ce que, à la fois, la valeur ajoutée dont on a parlé, qui va être augmentée et transformée, et que les outils technologiques vont être support par rapport à cela. À toi la parole, Sif, aussi. Merci pour l'invitation et pour la question. Alors, je vais essayer de focaliser sur la souveraineté alimentaire et prendre un exemple. Okay. L'exemple qui nous concerne tout au Maroc, c'est la productivité et la production du blé. En moyenne, durant les dernières 5 années, la productivité ou la production du blé est à peu près 50 millions de quintaux. Pour arriver à une souveraineté au niveau de l'alimentation humaine du blé, on doit augmenter à peu près de 50% la productivité du blé, arriver à peu près 80 millions de quintaux. Monsieur le ministre, il a mentionné la stratégie Génération Green, dont les deux fondements, un humain et l'autre pour une agriculture durable, résiliente. C'est dans ce contexte-là qu'on se donnait un objectif d'augmenter la productivité ou le rendement de 50%. Okay. Pour y arriver, il y a plusieurs facteurs. Il y a la plante, il y a l'eau, il y a le sol. Je ne parlerai pas de l'eau, il y a mon collègue Zakaria qui va peut-être parler plus de l'eau, mais je vais me focaliser sur le sol et la plante. Le digital, il a un rôle à jouer pour arriver à ça. Mais ça reste quand même un outil qu'on va pouvoir utiliser. Au niveau de la plante, par exemple, il y a la génétique qui est très importante et l'utilisation de semences certifiées. L'INRA a un programme très important là-dessus et avec la Sonacos qui distribue les semences certifiées. Je donnerai un simple exemple là où le digital a un rôle. Par exemple, nous avons un projet avec Sowit où nous pouvons suivre à travers les drones la productivité et suivre la culture. Et en suivant la culture, on peut évaluer le rendement, le besoin en fertilisants, etc. L'autre aspect qui est très important pour la productivité, c'est le sol. Et un des projets, un des objectifs que nous avons au niveau de la stratégie GG, c'est d'améliorer la santé du sol. Il y a un des objectifs, c'est d'utiliser le semi-direct et d'aller vers 1 million d'hectares du semi-direct. En plus de ça, on peut améliorer les sols à travers ce qu'on appelle une fertilisation raisonnée. Au Maroc, on utilise à peu près 50 kg par hectare de fertilisants en général. En Europe, c'est 2 fois plus. Okay. En Asie, c'est beaucoup plus. Dans l'Afrique subsaharienne, c'est encore beaucoup moins. Donc, à travers une fertilisation raisonnée, on peut arriver à une meilleure productivité. Et le digital, comment le digital peut aider? Nous avons des outils pour analyser le sol qui sont beaucoup plus performants. Okay. On a essayé à travers le développement de Fertimap, qui est une cartographie des sols marocains au niveau de la composition du sol, notamment l'azote, le potassium et le phosphate. Cette carte, elle est déjà présente, elle est digitale, on peut y accéder. Elle a été développée en partenariat avec l'OCP et plusieurs autres partenaires. Nous allons essayer d'améliorer la résolution de cette carte de façon à ce que le fermier va savoir exactement quel montant de fertilisant. Et de cette façon, on va pouvoir améliorer le rendement et aussi l'environnement parce qu'on ne va pas surutiliser les fertilisants. Exact. Ceci, c'est quelques exemples où la digitalisation peut avoir un rôle et l'INRA, à travers un de ses programmes de recherche qui s'appelle l'agriculture digitale, va contribuer à cette partie. En tout cas, merci beaucoup pour ce premier éclairage, puisque c'est ce qui va nous permettre justement de faire le lien avec tout ce qui a été dit depuis ce matin. Il y avait la question du sol, de la fertilisation, toujours cette optique ou ce triptyque qui doit être l'agriculture résiliente. Et le digital va certainement servir avec la recherche. Il y a une question sous-jacente, puisque si Karim Tejmouati ce matin, il en a parlé, quand il a parlé de la dimension du foncier, mais il a aussi fait allusion à l'eau
concomitamment le digital qui permettrait justement à la fois d'aller chercher de l'économie d'eau, d'aller chercher de la data par rapport à l'eau. On a également le plaisir d'avoir avec nous Zakaria Yacoubi. Alors, je rappelle que vous êtes chef de la division au niveau de la direction irrigation, aménagement. Quel est le rôle que joue le digital par rapport à tout ce que vous faites? Parce que je sais qu'il y a plusieurs cas que vous avez cités la dernière fois et que j'aimerais qu'on partage aussi avec l'assistance. Merci beaucoup. Effectivement, je commence tout d'abord par placer un peu la question de l'eau dans les stratégies sectorielles, aussi bien la génération green et le plan Maroc vert, qui ont engagé des réformes volontaristes et des chantiers structurants en matière de maîtrise de l'eau. Ils ont constitué un tournant en matière de généralisation des techniques de l'irrigation moderne et de l'irrigation économono. L'ambition étant d'étendre cette technique d'irrigation moderne sur près d'1 million d'hectares. Alors les leviers sont multiples. Tout d'abord, la promotion de l'investissement en technique d'économie d'eau, la modernisation des infrastructures publiques pour améliorer leur efficience et leur performance, et également le partenariat public-privé ou les innovations en matière de PPP dans le cadre d'un nexus eau, énergie, agriculture pour maîtriser les coûts et surtout améliorer l'efficacité hydrique et énergétique, notamment par le recours aux renouvelables. Alors, par rapport au digital dans tout ce métier-là, ça couvre un peu tous les domaines, depuis la dématérialisation des processus, en passant par des systèmes d'information intelligents, des technologies et des solutions de contrôle et de surveillance à distance, jusqu'à l'application de l'eau à la parcelle. Alors, pour être concret, je vais citer un peu un certain nombre de chantiers sur lesquels le ministère est engagé, bien évidemment avec les partenaires. Je commencerai par les systèmes d'information intégrés. Aujourd'hui, on migre vers des solutions ou des systèmes d'information sur les ressources eau et ressources en terre, plus intégrés entre plusieurs opérateurs et plusieurs secteurs. Ces systèmes d'information sont s'appuient de plus en plus sur les outils de modélisation et de simulation et constituent des outils forts d'aide à la décision dans la planification et dans la gestion des ressources d'une manière générale. Également, nous avons un autre chantier qui est engagé au niveau du ministère depuis plusieurs années, c'est tout ce qui est les systèmes SCADA pour le contrôle et l'analyse de données, pour la gestion des ouvrages ou des grands canaux de transfert d'eau et de transport d'eau. Aujourd'hui, pratiquement tous les grands canaux d'adduction d'eau au Maroc sont en train d'être équipés en ces systèmes intelligents, ce qui permet justement de réduire énormément les pertes et d'améliorer significativement les performances et la qualité de service rendu. Un autre domaine au chantier qui est en train d'être généralisé dans les réseaux publics d'irrigation, c'est tout ce qui est télégestion et surveillance et contrôle à distance des réseaux. Ça permet de gagner énormément en efficacité et en qualité de service, de réduire énormément les coûts de gestion et de s'affranchir justement des contraintes, des moyens humains dont disposent les entités de gestion. Un autre exemple ou un autre chantier également aussi important, c'est tout ce qui est système d'information géographique. Aujourd'hui, pratiquement tous les réseaux d'irrigation modernes sont en train d'être gérés de manière en utilisant les outils système d'information géographique pour gérer et l'infrastructure, la gestion financière des clients, la gestion des parcelles et des cultures. Également, ces solutions digitales sont en train d'être généralisées pour la surveillance et le contrôle des prélèvements sur les nappes. Il y a un projet pilote à l'international qui est en train d'être lancé par notre ministère au niveau de la nappe de Ch'touka, à Agadir, pour la surveillance et le contrôle de la nappe par un partenaire privé en utilisant justement des solutions digitales. Il y a également des chantiers, et le plus compliqué d'ailleurs, c'est l'irrigation intelligente, c'est la démocratisation un peu de cette irrigation intelligente à l'échelle des exploitations agricoles. Aujourd'hui, le Maroc a fait un énorme effort en matière d'équipement en irrigation moderne à l'échelle nationale, à l'échelle de territoire. Aujourd'hui, il y a un gap important de valorisation de ces investissements et les solutions digitales
qui soit adapté à différentes catégories d'utilisateurs est aujourd'hui un grand défi sur lequel le ministère travaille avec les partenaires. Et on est en train de prospecter pratiquement toutes les solutions à l'ensemble des niveaux. Il y a un autre exemple que je voudrais citer, qu'on est en train de déployer à titre pilote justement, c'est l'utilisation des solutions digitales pour développer des solutions d'échange de quotas d'eau dans les réseaux publics. Enfin, ça permet de mieux valoriser les ressources en eau qui sont très limitées dans nos périmètres. Là, on est sur des solutions techniques, des applications qui vont dans le sens de l'éco-efficience, parce qu'on comprend à travers de ce que vous partagez comme use case qu'il y a des applications, des systèmes d'information intégrés, intelligents, coopérant avec des collaborateurs marocains et aussi peut-être internationaux. L'idée, c'est que la dimension de l'eau est une dimension qui est quand même stratégique dans cette grande stratégie green. Ça va me permettre justement de passer la parole à Christian, parce qu'on est dans le monde de l'eau. Je voudrais aussi qu'on puisse benchmarker avec ce qui se fait. Je sais que CMGP, vous êtes directeur de développement en Afrique. La même problématique qui se pose certainement, puisque vous sillonnez pratiquement les pays d'Afrique. Quel est le retour justement par rapport à cette dimension eau et transformation digitale? Alors, ce qui est sûr, c'est que chez nous, chez CMGP, le digital, il a plusieurs rôles. Le premier rôle, déjà, c'est en interne. Le digital nous aide à être efficace et ce faisant, ça nous aide à améliorer l'efficience de l'agriculture en servant nos clients. Et oui, pour revenir sur votre question, le deuxième aspect de notre mission chez nous, c'est qu'on estime qu'on est des connecteurs. On connecte à la fois ceux qui ont la capacité de développer des technologies avec les clients, les agriculteurs qui en ont besoin. On connecte aussi également les centres de formation avec les agriculteurs. Et lorsqu'on a des startups qui ont des technologies, via notre réseau de distribution, on les aide à se déployer. Et troisième levier ou axe de connexion, c'est entre le savoir-faire marocain et le reste de l'Afrique subsaharienne. Et effectivement, par rapport à ce que vous mentionnez, on se rend bien compte que l'impact climatique, il est le même, on va dire, à travers le continent. Les enjeux peuvent être différents. On peut avoir de la sécheresse, par exemple, au niveau du royaume, mais on va avoir peut-être des enjeux de variabilité de la pluviométrie ailleurs. Et nous, notre rôle, il reste le même. On travaille avec soit des créateurs de technologies, soit des développeurs de technologies, ou soit des technologies existantes pour les diffuser au plus grand nombre, que ce soit dans le royaume ou que ce soit en Afrique subsaharienne. Alors, justement, on reviendra peut-être dans un deuxième tour sur les perspectives. Puisqu'on parle de solutions digitales, et bien sûr, on ne peut se passer de parler de Abba Technologies, puisque c'est un fleuron, il faut juste visiter, parce que c'est juste magnifique, tout ce qui se développe, et certainement tout ce qui se développera, parce que les ambitions sont plurielles. J'ai envie d'écouter Mohamed Ben Aouda, notre ami président directeur général de Abba Technologies, sur à la fois la diversité des outils, des solutions technologiques, déjà ce qui se fait, et par rapport aux perspectives éventuellement. Toujours la logique d'une agriculture éco-efficiente et résiliente, elle est le soubassement d'un digital qui va être au service de cela. Merci en tout cas, merci pour cette invitation. Avant de parler des solutions technologiques, la thématique principale est la souveraineté alimentaire. Et dans cette souveraineté alimentaire, au niveau du groupe, on s'est donné déjà, le groupe Abba Technologies, on s'est donné une mission. La mission qu'on s'est donnée, c'est un groupe aujourd'hui qui préserve la santé, l'environnement et la sécurité par la technologie et les services. C'est-à-dire que les technologies sont au service justement de la santé, de l'environnement et de la sécurité. Et pour pouvoir apporter une vraie valeur ajoutée aux différents secteurs d'activité, nous parlons de souveraineté sanitaire, souveraineté alimentaire, souveraineté énergétique, on a démarré, nous, au niveau du groupe, par une souveraineté industrielle et technologique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être à l'abri des catastrophes naturelles, des pandémies, des crises alimentaires. Et effectivement, le digital va jouer un rôle important, mais si en même temps, on n'est pas souverain au niveau technologique et intellectuel, on aura du mal à faire face à ces secteurs-là. Et c'est dans cette optique que le groupe Abba Technologies, pour pouvoir maîtriser la chaîne de valeur de l'IoT, on a essayé de construire 4 briques principaux.
La première brique, c'est une brique de hardware. C'est-à-dire aujourd'hui, quand vous êtes dans l'irrigation intelligente, que ce soit dans les stations météo connectées ou soit l'utilisation des drones par les satellites, on ne peut pas importer les technologies. Il faut qu'on les construise. On a développé un centre de recherche où aujourd'hui il y a 150 ingénieurs qui travaillent dans les hardware, dans la blockchain, dans l'IA, dans l'informatique embarquée, qui font vraiment les designs des cartes électroniques. Derrière, on a l'usine à Bouskoura qui fait de la fabrication des cartes. Ensuite, vous avez des lignes de plastique ou d'aluminium ou d'autres, et ce téléphone, la caméra ou le drone ou le capteur de qualité d'air ou la sonde capacitive au niveau des champs agricoles, elle est aujourd'hui intégrée au niveau du Maroc à 93%. Donc ça, c'était la première défi qui était important, de maîtriser la partie hardware, parce que il en a parlé tout à l'heure, Samuel, sur la Web 3.0, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle de l'intelligence distribuée dans les hardware, parce que même avec les ordinateurs quantiques, on va avoir autant de data. Ce n'est pas une bonne voie, en tout cas. Moi, je ne crois pas beaucoup à ça, je crois plutôt à l'intelligence distribuée, où il faut donner l'intelligence au niveau du hardware pour qu'on puisse soulager justement le traitement de la data, parce que le traitement de la data, c'est la data center, c'est la pollution, c'est autre chose. Donc, consommation d'énergie, etc. Absolument, parce qu'on en parlait tout à l'heure de la thématique, on parle d'une souveraineté alimentaire, une agriculture résiliente et coefficiente, mais il faut qu'il soit durable. La durabilité doit être intégrée dès l'amont de la conception du hardware. Donc ça, c'est la première brique. La deuxième brique qui est importante construite, et donc cette première brique, elle est portée par la structure Nextronic. Aujourd'hui, il emploie une centaine de personnes. Voilà. Deuxième brique, c'est la brique connectivité. C'est-à-dire qu'il faut qu'une fois que vous avez le hardware, vous avez déposé les différentes briques, il faut que ça soit connecté à travers une plateforme, ce qu'on appelle une data platform. Et cette plateforme, aujourd'hui, les plupart, ils utilisent soit du Google, soit du Amazon Web Services, soit du Microsoft Azure. Donc on s'est donné comme challenge de construire notre data platform DJI pour qu'il puisse remonter différentes typologies de data. Bien sûr. Troisième brique, c'est l'analyser, la traiter, la suivre. Donc là, on a un tour de contrôle qui fonctionne 24 sur 24, 7 sur 7, qui supervise soit des data centers, soit des vaccins, soit des produits thermosensibles, soit des champs agricoles, ainsi de suite. Et finalement, la partie action, c'est-à-dire qu'il faut qu'on opère. Donc, une fois qu'on a construit ces différentes briques, qui sont des briques industrielles et technologiques, on s'est donné comme je dirais, challenge ou défi, deux axes fondamentaux. Le premier, c'est l'interopérabilité. Je pense que tout le monde en parlait tout à l'heure. C'est vraiment comment peut-on interfacer le hard et le soft, mais aussi, vous allez avoir autant de marques, du Siemens, du Schneider, du Ericsson, du Huawei, ainsi de suite, qui ne se parlent pas entre eux, qui n'ont pas le même niveau de protocole de communication. Donc, on a toute une équipe qui travaille sur l'interopérabilité. Et le deuxième axe majeur, c'est la pluridisciplinarité. On ne peut pas aujourd'hui aborder un secteur d'activité si on n'arrive pas à avoir des expertises sectorielles. C'est-à-dire que une fois que cette brique elle est construite, nous avons créé des filiales, par exemple Mediot qui est dans la santé. Donc on a fait appel à des médecins, des spécialistes, qu'on a recrutés pour qu'ils puissent aborder la problématique de la santé. Parce que faire de la technologie pour faire de la technologie, il faut absolument que la technologie soit au service de l'humanité et de l'environnement. Donc on a mis en place des équipes médecins qui travaillent avec les équipes le métier travaille avec les techniques. Dans le cadre de la partie agriculture, on a des agronomes qui travaillent dans l'agriculture. Dans l'industrie 4.0, on a pris des ingénieurs industriels, ainsi de suite. Pourquoi cette diversité et cette pluridisciplinarité? Je vais revenir maintenant plus précisément sur l'agriculture. Quand vous prenez une démarche One Health, une seule santé, ça regroupe trois éléments majeurs. La santé animale, donc on a la traçabilité du bétail, on a la télémédecine dans le vétérinaire, on a l'environnement, les changements climatiques. Vous savez que 67% des pandémies sont d'origine animale. Donc il faut absolument qu'on arrive à soigner le bétail, à soigner l'animal, de telle façon à ne pas générer des pandémies par la suite. Et ensuite, les changements climatiques. Quand vous avez une sécheresse, vous avez des températures croissantes, vous avez des impacts, on peut avoir du malaria, on peut avoir des changements vectoriels, ainsi de suite. Donc le fait
de faire travailler l'équipe santé avec l'équipe environnement, l'équipe, je dirais, agronome, permet d'aborder cette problématique de One Health. Donc on est de plus en plus sur des sujets pluridisciplinaires qui permettent d'apporter une aide précieuse à la transformation, je dirais, digitale, mais en même temps, lorsqu'on aborde au niveau sectoriel, on a des équipes qui travaillent sur des entreprises comme les domaines agricoles, on a des capteurs de qualité d'air, qualité de la température, de la pression, etc., pour analyser l'environnement dans les serres. Donc on peut agir sur des sujets qui sont entreprises, d'accord, comme on peut agir dans des sujets qui sont transversaux, qui généralement travaillent avec l'État ou avec le service public. En tout cas, merci beaucoup. Ce tour d'horizon, il est aussi important parce que ça permet justement de démontrer concrètement qu'il faut qu'il y ait une convergence entre métiers et technologues pour adresser les problématiques des secteurs. Et là, c'est une belle perche parce qu'on a besoin de voir qu'est-ce qui se fait concrètement sur le terrain. Il y a des use cases concrets. Je sais que quand on avait débriefé avec Sir Qasim Bnei Ismail, ce qui lui tenait à cœur, c'est de pouvoir partager concrètement ce qui se fait. Et donc, c'est carrément le digital dans un processus tel qu'eux, ils l'ont vécu et ils voulaient en parler, partager avec un retour d'expérience et des enseignements. À toi la parole, si Qasim Bnei Ismail. Je pense qu'il y a un sujet qui est les monnaies, mais je te laisse nous en parler aussi. Bonjour tout le monde. Donc, rapidement, Delassu est une entreprise marocaine qui est spécialisée dans la production et l'exploitation de produits agricoles, en particulier les agrumes, tomates cerises, avocats, fleurs coupées. On a environ 6000 personnes qui travaillent avec nous, donc c'est devenu important. Et on a exporté l'année dernière près de 100 000 tonnes. C'était une année record pour nous, mais également pour le Maroc, parce que le Maroc a exporté 2 800 000 tonnes de fruits et légumes. Et ça a été une belle année pour la partie agricole, malgré la sécheresse et les problèmes que l'on peut avoir. Alors, nous, quand on m'a demandé d'en parler, je me suis dit, je vais juste vous parler rapidement de ce que l'on fait d'un point de vue terrain. Donc, il y a 3 volets. Il y a le volet agricole, dans un premier temps, ensuite le conditionnement, et ensuite la commercialisation. Dans le volet agricole, bien sûr, on utilise tout ce que vous avez pu voir aujourd'hui en termes de récupération de données et utilisation de différents logiciels. On a des logiciels tels que B1 et EasyFerm qui nous aident à gérer nos fermes, qui nous donnent des informations précieuses pour pouvoir choisir et travailler d'une manière optimisée. On a également des logiciels qui gèrent bien sûr la partie main-d'œuvre qui est extrêmement importante pour plusieurs raisons. D'abord, pour employer autant de personnes, on a une partie qui sont fixes et une partie qui sont répétitives. Donc on gère environ près de 15 000 cartes nationales par an. Donc évidemment, ça nécessite un processus digital important. Mais en plus, on utilise également un programme qu'on a fait in-house pour gérer tout ce qui est rendement, tout ce qui est traçabilité du travail de la main-d'œuvre en vue de donner des primes de rendement et des primes de rémunération pour les gens qui sont les plus performants. Ensuite, il y a aussi l'utilisation des drones. J'ai parlé avec les gens de SOWI tout à l'heure pour la partie évaluation des récoltes d'agrumes, qui est un grand challenge. Les agrumes, l'année dernière, le Maroc a fait 700 000 tonnes. Cette année, on fera peut-être la moitié. Donc, pour vous dire à quel point ça varie. Et c'est difficile et important d'avoir les informations sur quelle quantité d'agrumes on va avoir à commercialiser au plus tôt. Avec les drones, apparemment, ça se passe bien, avec une belle précision. On a également des drones pour faire des traitements phytosanitaires localisés. Comme ça nous permet d'utiliser moins de produits phytosanitaires et de le faire plus rapidement et moins coûteux. J'oublie. On a également tout ce qui est solaire. On a installé beaucoup de panneaux solaires pour le pompage. Okay. Ça a donné des résultats au-delà de nos espérances. C'est un retour sur investissement de 3-4 ans et qui est très intéressant pour l'économie d'électricité. Et là aussi, il y a le digital qui s'inscrit puisque on a des applications qui suivent
l'utilisation d'électricité ONE versus électricité solaire. Enfin, tout ça, c'est pour la partie... je vais essayer d'aller un peu vite parce que vous avez tous faim. On a également, au niveau du conditionnement, il faut savoir que le Maroc a fait beaucoup de progrès dans le conditionnement parce qu'avant, on utilisait très peu d'emballage. Aujourd'hui, ça s'est démultiplié. Et le nombre de références qu'on appelle SKU ont explosé. Par exemple, pour la tomate, on en a près de 200. Pour les agrumes, on est à 100 et quelques. Donc, c'est beaucoup d'emballage pour beaucoup de clients très spécifiques, très pointus. Et tout ça, c'est absolument inimaginable de le faire sans support digital. Également, le travail en constatation de conditionnement est fait par des calibreuses électroniques qui produisent la data. Et cette data aussi est bien sûr utilisée et traitée et analysée. Voilà, je vais passer maintenant à l'export. L'export, c'est surtout la gestion de commandes. Mais comme je vous ai dit, aujourd'hui, on a beaucoup plus de clients avec des commandes plus spécifiques et plus compliquées à gérer. Donc là aussi, il est impossible de le faire sans. Et un petit remerciement aux plateformes étatiques qui sont la douane, le Foodex, Portnet et Diwanati, grâce à qui on a pu continuer à travailler pendant le Covid. Parce que tout a été dématérialisé. Et contrairement à nos amis du tourisme ou autres, la partie agricole, le Maroc a continué à exporter tous les jours pendant le Covid. Et ça a été grâce à la digitalisation, la matérialisation des processus au niveau des ports. Voilà, j'ai un petit peu terminé sur la partie, disons, évidente que l'on fait. Maintenant, je voudrais vous parler de deux expériences. La première, c'est l'expérience de Fresh Track. Donc, nous, on fait partie d'un organisme qui s'appelle Maroc Foodboard. C'est un organisme logistique. Et l'année dernière, ou il y a 2 ans, ils ont développé, avec une start-up de 2 jeunes Marocains, un outil qui s'appelle Fresh Track. Fresh Track, pour vous faire l'affaire courte, c'est l'Uber des camions frigo. Le Maroc a exporté l'année dernière près de 2 millions de tonnes en camions frigo. Ça fait 200 000 camions, c'est près de 800 camions par jour. Donc vous imaginez à quel point c'est complexe de gérer toute cette flotte. Et en fait, cette application, qui est bien sûr sur smartphone, géolocalise les camions et puis on peut faire des demandes. Et c'est comme une sorte de bourse pour relier les utilisateurs, c'est-à-dire les stations de conditionnement, avec les transporteurs. Et ça marche très bien. Et en plus de la commande et de gérer les tarifications, elle permet aux exploitateurs de suivre leur chargement tout le long, jusqu'à la livraison du client, non seulement géolocalisé, mais également avec la température, l'humidité, est-ce que la porte a été ouverte ou pas. Donc tout ça, c'est encore une fois beaucoup de data qui est créée et utilisée par les exploitateurs. Donc à part Fresh Track, on a une petite expérience sympathique que l'on a créée à notre station de conditionnement de la société russe à Etmeloul. En fait, quand vous achetez un fruit et légumes en général au Maroc, surtout si c'est des fruits qui sont exportés, vous achetez ce qu'on appelle quelque part des écarts de triage, mais en fait c'est des écarts de qualité puisque c'est juste peut-être une petite tache de peau ou quelque chose. Mais quand une station de conditionnement là, va à 1 dirham le kilo, ben, la ménagère elle achète à 8 dirhams, voire 10 dirhams. Et la raison pour laquelle il y a cette différence, donc le producteur touche très peu et la ménagère paye très cher. C'est qu'il y a deux raisons principales. La première, c'est que entre le moment où la marchandise est récupérée et où elle est livrée, il y a un temps qui est assez long et donc on a beaucoup de déchets de qualité. Et donc il y a à peu près, on estime entre 30 et 40% la perte de marchandises qui est faite entre les stations et les... J'ai terminé. Entre les stations entre les stations et la ménagère. Et la deuxième, c'est qu'il y a énormément d'intermédiaires. On a créé un petit programme, enfin avec d'ailleurs Agri 4.0 qui était là tout à l'heure, un système de prise de commande par des triporteurs qui viennent s'approvisionner chez nous chaque jour. Ils passent leurs commandes, on les livre, c'est livré dans des filets, c'est pour les agrumes, et ils sont géolocalisés. Et il y a un maillage qui est fait. Bon, pour l'instant, c'est uniquement au niveau d'Aït Melloul. On a une dizaine de personnes qui participent à l'expérience.
Et ça marche très bien parce que les gens savent où s'approvisionner et eux-mêmes savent qu'est-ce qu'ils ont vendu, en fonction de ce qu'ils ont vendu, de quoi ils ont besoin de commander. Donc il y a zéro perte parce qu'ils vendent tout ce qu'ils ont besoin le même jour. Et au lieu de vendre de 1 à 8 dirhams, eh bien, on est de 1 à 2,5 entre la marge de triporteur. En plus, c'est un programme social quelque part, parce que ça donne un métier à des gens. Voilà, écoutez, j'ai deux choses à dire. La première, c'est j'étais vraiment très très fier de visiter les stands tout à l'heure. J'étais agréablement surpris de voir toutes ces startups marocaines avec ces jeunes. Et vraiment, elles méritent d'être encouragées et soutenues. Vraiment, on s'est habitué à être fiers du Maroc ces derniers temps, mais là aujourd'hui, pour moi, c'était une belle fierté. Et la deuxième, ça c'était le côté sympa. Le côté un peu moins sympa, c'est que dans l'agriculture, on a besoin de données qui est essentielle, c'est la partie de la météo. Et là, c'est plutôt un coup de gueule. Je trouve que c'est dommage qu'on ait une météo nationale extrêmement performante, mais malheureusement, on n'a pas accès aux données de la météo nationale parce qu'elle les vend, et les vend extrêmement chères, à tel point que même un groupe comme le nôtre, on ne peut pas se permettre d'acheter leurs données. Et je trouve que ce devrait être, comme plusieurs personnes ont dit tout à l'heure, ce devrait être un savoir universel qui doit être partagé. Aujourd'hui, les agriculteurs, ils sont obligés de se retourner vers des sites américains qui ne sont pas nécessairement précis, alors que nous-mêmes, le Maroc est très bien équipé en termes de données météo. Ben voilà, je suis sûr que j'oublie quelque chose, mais bon appétit. Merci C'est le cas. Merci beaucoup, Qassem, pour cet éclairage. Et tu me tends une vraie perche, puisque là, depuis ce matin, on est en train de voir justement la diversité, l'importance et la pluralité justement des acteurs qui opèrent dans le secteur agricole et dans le monde rural. On a vu la recherche, c'est important, le capital, c'est important. Le digital avec les startups, c'est quelque chose d'extrêmement aussi important. L'eau est une dimension importante, qu'elle soit planifiée, gérée. La data est aussi importante. Et là, on a également un des axes de la Green Generation étant l'amélioration des circuits de commercialisation. Le transport aussi est une dimension hyper importante. Et on a le plaisir d'avoir avec nous, c'est Abdelhak. On s'acquittait à la fois le secrétaire général de l'ONP, mais surtout aussi en charge des projets de transformation. Donc, cette amélioration, ce souci justement de sécurité alimentaire et d'une agriculture à la fois résiliente et éco-efficiente, elle passe naturellement par ces circuits de commercialisation. Qu'est-ce qui a été fait concrètement par vos départements? Merci M. Charof. Je vous remercie tous. Je sais que c'est très très difficile de patienter et c'est quand même difficile d'être le dernier à passer juste avant le déjeuner. Donc merci encore pour votre patience. Merci à Simajid Hlou d'avoir pensé à notre intervention. Monsieur le ministre qui a voulu à ce qu'on témoigne parce qu'il a assisté lui-même dernièrement, exactement le 16 juillet, il a assisté à une première expérience de l'Office national des pêches. Alors, avant de vous parler de l'expérience de l'Office national des pêches en matière de digitalisation, je vous parlerai d'abord de ce que c'est que l'Office national des pêches, qui est un établissement unique en son genre. C'est le seul établissement public qui intervient dans le cadre d'un process de commercialisation qui fait jouer des particuliers et des personnes morales privées. C'est le seul et l'unique garant. Nous sommes un garant, le tiers garant qui permet de faciliter les transactions entre les armateurs qui pêchent et les mareyeurs qui achètent. Donc nous sommes lancés dans une refonte de notre process, de notre système d'information. Et je vous parlerai que du process de vente. Nous étions donc sur un process de vente à la criée, à la voix. Et donc, les armateurs ramenaient leurs poissons et ça se passait dans les halles. Nous avons à peu près... nous sommes concentrés d'abord sur le poisson de marée. Pour faire la distinguo, le poisson de marée, c'est tout ce qui n'est pas poisson pélagique, tout ce qui n'est pas sardine, Saint-Char, sardine et l'autre, donc poisson pêché par des barques artisanales. On parle d'un écosystème qui regroupe 67 sites, donc les halles, les villages de pêche, les points de débarquement aménagés. On parle de 20 000 unités de pêche, donc des barques artisanales et des gros bateaux. On parle de 3 000 acteurs-acheteurs, donc 3 000 mareyeurs actifs. Et on parle bien sûr en 2021 de 6 milliards de dirhams de transactions. Donc on s'est attaqué à ce process et on a mis en place
un process complètement digitalisé qui a inauguré le 16 juillet en présence de Monsieur le ministre à Agadir, dans une halle de pêche artisanale. Et franchement, nous avons été agréablement surpris parce qu'on est parti quand même de beaucoup de réticences, de beaucoup de freins, de beaucoup d'appréhension de la part des professionnels qui apprendaient. Vous savez, quand on veut changer quelque chose, il y a toujours des freins. Donc il y a eu beaucoup de travail qui est fait. On était prêt depuis février 2022, OK. mais on n'a pas pu lancer qu'en fin juillet. Parce qu'il a fallu travailler au corps les professionnels, les rassurer, les former. On est passé par une phase de formation de nos propres équipes, une phase de formation des professionnels eux-mêmes. On leur a montré ce que c'est. On a calmé leurs appréhensions, parce qu'il y a beaucoup d'appréhensions. Et finalement, on a lancé le 16 juillet. Et aujourd'hui, le process est complètement digitalisé. Et ça a apporté de très, très bonnes choses. Ça a apporté de la célérité dans le traitement des transactions. On a divisé par 3 le temps de traitement des transactions. Les criers à la voix prenaient à peu près entre 4 et 6 heures. Aujourd'hui, ça prend 1h30, 2 heures, parce que tout le monde est concentré sur son téléphone. Les gens ont peur que la transaction se déroule sans eux, donc il n'y a pas de perte. Il n'y a vraiment pas de perte d'énergie. On est concentré sur l'écran, on est concentré sur la transaction. Et une transaction après l'autre, ça passe hyper vite. Avant de rentrer à la halle pour vendre le poisson, on a travaillé ce qu'on appelle le tri du poisson. Alors qu'avant, ça se faisait un petit peu en vrac. Pour faciliter la digitalisation, on a mis en place un travail de tri. Et on est en train d'ailleurs de travailler sur tout un écosystème de services à terre avec l'INRAGE pour la mise en place d'un référentiel. Et ce tri a permis d'aller beaucoup plus vite. Et franchement, c'est la première chose qui a été plébiscitée par ces armateurs. Sachez que les gens travaillent de nuit, ils déposent leurs poissons. Parfois, ils étaient obligés d'attendre jusqu'à ce que leurs poissons soient vendus, donc ça les dérange un peu, parce qu'il faut rentrer dormir pour repartir la nuit suivante. Alors qu'avec la digitalisation, ils rentrent, ça se passe très vite, ils rentrent chez eux, transaction terminée, ils savent qu'ils vont être payés, c'est terminé. Bien sûr. Donc on a gagné en célérité, on a gagné en transparence, tout est affiché. On a gagné en anonymat. Les gens aujourd'hui achètent et vendent en étant rassurés sans aucune influence. Vous savez ce que c'est qu'on est passé quand même d'une halle où il y avait énormément de présents. Il y a des acheteurs, donc on peut avoir 100 personnes, mais sur les 100, il doit y avoir 20 ou 15 qui achètent. Véritable acheteur. Véritable acheteur. Et à partir du moment où vous passez à la digitalisation, où vous ne pouvez agir que si vous êtes reconnu par le système, les 190 ont été évacués. Ça ne sert à rien de venir à la halle si vous n'avez pas acheté effectivement. Parce que si le système ne vous reconnaît pas, et si vous n'avez pas déposé de caution, vous ne pouvez pas agir. Donc à partir de là, tous ceux qui étaient là, pour des raisons sur lesquelles je ne peux pas m'étaler, ont été évacués. Et seuls les vrais opérateurs, ceux qui sont venus pour acheter, ceux qui sont concernés, sont restés. Donc aujourd'hui, on est passé d'une halle où la transaction se déroulait dans un brouhaha impossible, on est passé à une salle silencieuse. Direct sur téléphone. Ils sont concentrés sur leur téléphone. Je vous invite à regarder ça sur des vidéos sur YouTube. Les gens sont concentrés sur leur téléphone et ça ne discute plus. Il y a une sonnerie, ça démarre, on achète, c'est fini. Donc, on a gagné en célérité, en anonymat et en transparence. On a gagné de la traçabilité. Donc, les choses sont très très claires, c'est tracé, c'est extrêmement important. C'est un axe important pour Monsieur le ministre pour les années à venir. Et on a commencé à travailler sur les prérequis de la vente à distance. Aujourd'hui, alors, si au départ c'était l'Office national des pêches qui poussait vers la mise en place de la digitalisation, aujourd'hui c'est plutôt les professionnels qui mettent la pression. Donc on est extrêmement sollicité parce qu'ils ont vu ce que ça a donné en termes de valorisation des produits de la pêche de première vente. Ils ont vu ce qu'ils ont gagné dessus. Donc aujourd'hui, c'est les professionnels qui poussent et on est à la veille du lancement à Tanger. On est prêt. On va lancer bientôt à Tanger. Après, on passera à Dakhla, Casablanca. Et après, il faut le généraliser sur le 67-6. En tout cas, Voilà. Merci beaucoup pour ce tour d'horizon. Je ne sais pas si, comme moi, vous avez voyagé dans les halles, vous avez vu les gens collés à leur portable, vous avez suivi avec eux les achats. Alors, c'est un panel qui est juste exceptionnel parce que j'ai reçu une avalanche
de questions et que je partagerai aussi avec vous, puisqu'elles sont nominatives en plus. Alors, il y a une question qui va adresser à Si Blahouda. Quelle stratégie, mais comme il y a plusieurs questions, ça va être une réponse en 1 minute, comme ça va nous permettre à la fois de brosser large. Quelle stratégie pour l'introduction de l'IA dans l'agriculture conventionnelle? Si tu as un élément de réponse, Si Mohamed. Très rapide. Je prendrai l'eau sur les. Tu veux prendre une question sur l'eau? Je veux dire pour illustrer. Ok, très bien. Allez-y. Je prendrai par exemple l'irrigation intelligente. Pour qu'on puisse la travailler, vous avez besoin de 3 éléments majeurs. Vous avez besoin d'une sonde capacitive pour pouvoir analyser la qualité du pH au niveau du sol. Vous avez derrière une station météo pour voir la vitesse du vent, la qualité de l'air, la pluviométrie, etc. Et en fonction de ces données, il y a un algorithme qui permet de donner le signal à un programmateur de telle façon à faire de l'irrigation intelligente. Donc l'IA, il est omniprésent généralement dans l'irrigation intelligente. Ça, c'est pour illustrer de manière assez... Alors, je pense que la personne qui a posé la question, il a trouvé la réponse. Il y a une question dans laquelle je pense qu'on a déjà les premiers éléments de réponse par ces Zakaria, puisque pourquoi on parle beaucoup de données et pas assez de l'eau, qui est la principale problématique que confronte l'agriculture au Maroc. Je pense qu'on en a parlé. Le digital et l'eau, quelle relation? En 1 minute, Si Zakaria. Je sais que la relation, c'est une relation d'amour entre l'eau et le digital. Merci. Très brièvement, donc effectivement, si on voit un peu le gap d'efficacité en termes d'utilisation de l'eau, il reste toujours important. Le gisement le plus important se situe à l'échelle des exploitations agricoles. Et là, je crois le digital a un rôle à jouer. Et là, j'invite un peu les acteurs à prospecter des solutions plus universelles, parce que il y a très peu de solutions aujourd'hui qui sont développées par l'agriculteur, le petit agriculteur, qui aujourd'hui, on a l'avantage qu'on a équipé pratiquement près de 45% de nos surfaces irriguées en irrigation moderne. Maintenant, ces leviers de digital peuvent aider justement la transition de ces agriculteurs vers plus d'efficacité pour l'utilisation de l'eau. Voilà, merci. Christian? Juste pour compléter d'un point de vue concret, par exemple, il y a des solutions comme une qui est développée par AgriEdge Aqua Index. Ça permet aux gens, grâce au digital, à consommer moins d'eau. Donc justement, quand on est dans des enjeux où on a peu d'eau, le digital peut aider à faire des économies d'eau. Je pense que Si Mohamed Blahouda, il a fait juste exprès pour trouver que l'eau, puisque c'est le dominateur commun sur les 3 réponses. Et ça répond parfaitement justement à l'usage de l'IA, du digital pour une éco-efficience. Juste un complément sur la partie IA. Par exemple, vous allez prendre des tracteurs ou un engin, quel que soit sa nature. Aujourd'hui, on a conçu et fabriqué un box qui permet de collecter la data des engins, que ce soit des engins que ce soit au niveau des mines ou des tracteurs ou du transport, ainsi de suite. Et dans ces box, c'est des box en edge, c'est-à-dire qu'il y a de la donnée localisée. Ok. D'accord. Et cette donnée localisée qui fait du traitement puissant au niveau local, et l'IA plus la blockchain, ils ont été utilisés comme des technologies pour pouvoir justement donner une capacité supplémentaire à ces box. Excellent. Je pense que forcément remonter de la data. Ça va aussi dans le sens de ce que disait tout à l'heure Si Moussalia, pour une cartographie, pour aller voir même l'eau, les puits, etc. Donc je pense qu'il y a tellement d'usages et d'utilisation. Il y a une question pour Sir Qassem, Benani Smires. L'État contribue-t-il suffisamment dans l'approbation du digital au sein des entreprises agricoles pendant une période difficile? Enfin, les questions difficiles, c'est pour toi. Question difficile. C'est vrai qu'on a besoin de l'État, mais on a besoin aussi du privé. Et je pense que, moi je dirais que le privé et des sociétés comme les nôtres se doivent de soutenir les start-up, parce que en fait, le soutien il est à deux niveaux, non seulement la partie financière, mais aussi l'accès aux données et à l'expérimentation chez les opérateurs privés. Ce qui fait que et puis l'État, il doit aider pour ces jeunes-là, parce qu'on a besoin de développer il faut reconnaître une chose, c'est que le digital est universel. Ce n'est pas comme quand un pays a plus de ressources que l'autre, on a exactement les mêmes ressources que tout le monde, dans le monde entier. Et je pense on a la chance d'avoir accès à un réseau téléphonique qui est pratiquement d'excellente qualité. On peut faire beaucoup de choses. On a des jeunes très créatifs
Et il y a beaucoup de besoins. Et donc, Je pense qu'on prendra ce que disait tout à l'heure si Jameli sur la dimension l'Afrique devra faire confiance à l'Afrique, et je pense que tous les acteurs publics et privés, parties prenantes des écosystèmes, si on arrive à se fédérer, et ce que disait également aussi Karim Tejmouati sur la cohérence de l'ensemble des actions. Il y a une question pour Sifouzi. Alors, y a-t-il une intention d'encourager des techniques alternatives de culture de plantes telles que la culture hydroponique pour améliorer la sécurité alimentaire? Je suppose hydroponique, c'est-à-dire en culture de serre. Pour certaines, oui. Le maraîcher, la tomate, peut-être les fruits rouges. Mais en ce qui concerne les grandes cultures, par exemple les céréales, qui occupent une surface considérable, 4 millions d'hectares au Maroc, peut-être une irrigation plus efficiente, une irrigation de complémentarité qu'a mentionné mon collègue. Mais c'est très difficile de concevoir en ce moment de faire de l'hydroponique avec le blé, par exemple. Mais pour les autres cultures, oui, bien entendu. Et ça peut être aussi... C'est peut-être plus valable pour les pays à grande densité. Je pense par exemple Singapour ou Hong Kong, où il y a une demande forte en légumes, où là, l'hydroponique peut-être il est plus efficient, plus efficace. Pour le Maroc, peut-être pour certaines cultures dans les grandes agglomérations, mais en général, on focalise pour le moment surtout sur les grandes cultures et les céréales et des arbres fruitiers qui sont cultivés, disons, avec des méthodes pour les arbres fruitiers, avec une irrigation plus efficiente, etc. Alors, il me reste une question, je pense que qui permettrait d'avoir aussi le mot de la fin et que je poserai à tous les panélistes ici présents. Je pense qu'on pourra commencer par Si Boumelez. C'est une question par Arthur Foch au niveau de la Banque mondiale, chargé de projet. La transformation numérique, bien sûr, elle est quelque part en lien avec tout ce qu'on a débattu depuis ce matin et surtout par rapport à ce panel. La transformation numérique du secteur agricole dans son ensemble nécessite-t-elle un renforcement de la connectivité, on en a parlé, et une politique régionale d'aménagement numérique du territoire? La connectivité, je pense que ça c'est un premier point qui est posé. Une politique régionale d'aménagement numérique. Il peut y avoir un aménagement du territoire tel qu'on l'a vu, mais il y a peut-être une exigence d'avoir un aménagement numérique pour permettre une meilleure connectivité. On a parlé également de synthèse des données, de manipulation de données, de centralisation de données, de partage aussi des données. Alors, en une minute, peut-être un mot de la fin et une réaction par rapport à ça. Tout ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes sur tous nos sites, parce qu'on est à plus de 100 sites, tous nos sites sont connectés, tout est informatisé. L'information, bon, parfois c'est en temps réel, quand la connectivité est bonne, parfois c'est des batchs, parce que parfois il y a des problématiques de connexion, mais c'est le préalable qui nous a permis d'aboutir à ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc je n'ai pas d'appréhension à ce niveau-là. Moi, je voudrais juste apporter 3 petites remarques ou recommandations, si vous le permettez. La première, c'est que l'accompagnement du changement est essentiel en matière de digitalisation. Les réticences sont fortes, donc il y a un travail à faire. La deuxième, c'est qu'il ne faut surtout pas maroccaniser. Il ne faut surtout pas aller s'inspirer de ce qui se passe ailleurs. Et s'inspirer, oui. Importer, on a aujourd'hui des jeunes, des startups, des chercheurs capables de nous sortir les meilleurs outils. Il faut croire en nous, il faut trouver nos propres solutions. On est capable de le faire. Donc c'est une grande recommandation. Sir Qassem, un mot de la fin, en plus de la fierté. Parce que je pense qu'avec l'équipe marocaine de foot, on a amplifié la fierté. Absolument. Mot de la fin, en fait, moi quand je me suis préparé pour cette intervention, j'ai réalisé à quel point il aurait été impensable de faire ce qu'on fait aujourd'hui sans digitalisation. Et je réalise également que cette digitalisation, elle est porteuse d'un progrès exponentiel, parce qu'elle même permet de faire plus de progrès. Excusez-moi.
Christian? Alors, comme mot de la fin, je dirais juste que c'est CMGP-CAS. On se voit vraiment comme un accélérateur de digitalisation et d'innovation. Comme je l'ai dit, on est le leader dans la distribution et l'installation des systèmes d'irrigation, d'agrofourniture. Donc, on sert vraiment 30%, 40% des agriculteurs au Maroc, directement et indirectement, et en Afrique. Et donc, en ce sens-là, nous, on estime que notre rôle, comme je l'ai dit, c'est vraiment de connecter. Travailler avec des instituts de recherche, travailler avec des startups pour les aider à avoir accès et aux clients et aux besoins et savoir également quels sont les besoins clés. De l'autre côté, les aider à commercialiser ces solutions-là. Et enfin, bien entendu, nous-mêmes, de capitaliser sur ces solutions pour apporter plus de solutions. Donc, nous pensons vraiment que oui, le digital est clé, la technologie en général est clé. Et quand on parle des enjeux de souveraineté alimentaire, notamment à l'international d'Afrique subsaharienne, ça apporte encore plus de valeur. Bien sûr. C'est Mohamed. Écoutez, on parlait tout à l'heure de l'humain qui est très important et je pense qu'il y a des valeurs dans lesquelles on croit beaucoup et je souhaiterais vraiment les partager. C'est que la première des choses, c'est la pluridisciplinarité, c'est-à-dire qu'il faut absolument qu'on arrive à travailler avec de la multi-expertise pour pouvoir traiter une problématique donnée. Deuxième élément, c'est le hard work, c'est-à-dire qu'il faut qu'on travaille dur. Et vraiment, ça, je l'ai vu dans beaucoup de startups qu'on a, soit on est rentré dans le capital, ou soit on s'est séparé, ou soit on a fait des belles choses. Dès qu'on commence à grandir, ils ont du mal à suivre. C'est-à-dire que le week-end, al-utla, al-masaïl, c'est-à-dire que c'est hard work, ça veut dire qu'il faut absolument, dans les 3, 5, 7 années d'entrepreneuriat, il faut vraiment travailler dur. Troisième élément, c'est l'humilité. C'est-à-dire à un certain moment, quel que soit le niveau technologique ou quels que soient les aspects, il faut toujours être ouvert à son environnement, de telle façon apprendre et se remettre en question en permanence. Quatrième, c'est la gratitude. Il faut on remercie le bon Dieu, on remercie nos panélistes d'avoir partagé avec nous la bonne parole, on remercie, je dirais, l'assistance de nous avoir écoutés et qu'ils ont tous faim et ils veulent aller tous les manger. Ils sont prêts, ils veulent rester jusqu'à Smithsonian. On a encore 2 heures. Le quatrième point, c'est le positive thinking. Le positive thinking, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait un vrai esprit positif pour pouvoir... ça c'est très important. Bien sûr. D'accord. La centralité des valeurs. Absolument, absolument. Et finalement, bon, ça m'a échappé. En tout cas, j'avais un 5e point dans la... En tout cas, merci à tous et à toutes. Voilà. Merci beaucoup, Mohamed Naouda. Le mot de la fin, Très Zakaria. rapidement, donc, je crois aujourd'hui on se rend compte qu'on a tous les ingrédients de transition digitale pour l'agriculture de manière générale sont réunis. Maintenant, il faut œuvrer dans le sens de la mutualisation des moyens et le partage de l'information. Il faut un peu éliminer les barrières institutionnelles. Et il faut également prospecter plus de partenariats win-win. Et je crois toutes les conditions d'une transition accélérée sont réunies. Merci. Sifouzi. Je vais donner un exemple pour finir. Je suis un fermier aujourd'hui, un petit fermier avec 2 hectares. J'ai un rendement de 20 quintaux par hectare de blé. Puisqu'il s'agit de la stratégie GG, je me vois en 20-30. Je suis le même fermier. Alors, je vais avoir 30 quintaux par hectare. Comment? Je vais actionner mon téléphone. Je vais utiliser des applications. Je vais voir combien il y a eu de pluie. S'il n'y en a pas eu suffisamment, je vais actionner une irrigation d'appoint. Juste ce qu'il faut. Pas trop, pas moins. Je ne vais pas regarder mon voisin, qu'est-ce qu'il a utilisé comme fertilisant. Je vais regarder l'analyse du mon sol et je vais apporter exactement ce qu'il faut comme engrais. Et peut-être actionner un drone pour voir s'il y a des maladies et utiliser juste là où il faut et utiliser le moins possible de pesticides. Voilà. Merci beaucoup pour ce tour d'horizon à la fois passionnant, divers, varié, mais surtout complémentaire. J'aime beaucoup conclure avec ce que vous avez tous partagé, c'est ces valeurs qui nous unissent et qui nous réunissent et qui sont la fierté d'un Marocain pluriel, un Marocain qui a à la fois, j'aime beaucoup l'idée de hard worker. Je pense qu'on l'a compris qu'en ce moment, les choses avancent tellement vite. La technologie va trop vite, les défis sont pluriels, nous avançons dans un monde complexe, ambigu, incertain. La transformation digitale
et peut être un levier si on sait la saisir, mais si on rate encore une fois le coach, on pourra passer à côté de l'essentiel. Je pense que sur le secteur, il y a tellement de points communs par rapport à tout ce qui a été dit, la pluridisciplinarité, la mutualisation. Le mot qui est revenu assez souvent, c'est partager, partager, partager. Partager la connaissance, l'envie, l'ambition, la fierté d'être marocain, créatif, créateur de richesses, transformer et surtout l'engagement pour que ce secteur puisse continuer, Inch'Allah, à être un secteur porteur. Saint-Exupéry disait « Si tes projets portent 1 an, sème du grain. Et s'ils portent à 100 ans, partage avec un peuple. » Et reçois ceux qui peuvent te rendre meilleur et accueille ceux qu'on peut rendre meilleur. On apprend dans l'échange. Je pense qu'on a vu qu'on a été augmenté depuis tout à l'heure. Il y a l'homme augmenté, il y a les participants augmentés. Le débat était passionnant, riche. Je vous demande d'applaudir les panélistes. Je vais leur demander de se mettre debout. On va les prendre en photo.